Bienvenue dans cette capsule d'information. Le barrage du Lalard est situé à l'embouchure du Grand Lac Saint-François et sa gestion dépend des barrages localisés en aval, au lac Elmer et sur la rivière Saint-François. L'aire d'étude inclut donc le Grand Lac Saint-François, le lac Elmer et le lac Louise. Lorsqu'on parle d'inondation, on parle d'un phénomène de montée des eaux sur les propriétés riveraines. Les inondations semblent être un enjeu important sur le territoire à l'étude. En effet, 59% des répondants à notre sondage ont mentionné qu'ils avaient vécu au moins un épisode d'inondation, tant en amont qu'en aval du barrage du Lalard. Les tracés en violet sur la carte représentent les zones sensibles aux inondations. Elles ont été répertoriées à partir de données provenant de la littérature et de notre sondage. Historiquement, c'est le lac Louise, incluant la municipalité de Weedon, qui est la zone qui subit le plus d'inondations. Au lac Elmer, ce sont les rives à l'est du lac qui sont touchées par les inondations, et la même chose au Grand Lac Saint-François, particulièrement dans le secteur de Lambton et Saint-Romain. Plusieurs répondants ont souligné également des inondations au Grand Lac Saint-François au niveau du chemin du barrage et au chemin des Serres au nord, et sur les rives ouest de Sainte-Praxède. Pour le lac Elmer, des répondants ont subi des inondations plus à Disraeli et à Beau-Lac-Garby. Selon certains témoignages, les vents dominants venant de l'ouest provoqueraient un niveau d'eau plus haut sur les rives à l'est, lesquelles seraient donc plus vulnérables aux inondations. Des études devront être réalisées cependant afin de confirmer les observations. Selon les répondants qui sont présents depuis plus de 10 ans dans le secteur, ce phénomène est présent selon deux échelles différentes de temps. Pour les inondations en aval du barrage du Lalard, les inondations seraient présentes depuis plus de 10 ans, alors qu'en amont du barrage, elles seraient plutôt présentes depuis les 5 dernières années. Dans le secteur à l'étude, les pluies diluviennes de l'automne 2019 ont été l'événement le plus marquant des dernières années. Des photos tirées de journaux locaux montrent l'ampleur des dégâts causés par les vents forts et la montée des eaux un peu partout, comme par exemple à Hadstock pour le Grand Lac Saint-François et Stratford pour le lac Elmer. À Weedon, deux inondations majeures en 2018 et 2019 ont eu lieu, forçant même parfois l'évacuation de certains résidents. Historiquement, c'est dans le secteur du lac Elmer et du lac Louise que les inondations sont les plus fréquentes et les plus récurrentes. Si en 2018 et 2019, les inondations ont fortement marqué les esprits, les inondations remontent au début du siècle dernier. En 1876, le bris du barrage à Weedon avait causé une inondation historique pour l'époque. Un article de journal de 1930 évoque également une entente entre des citoyens de Weedon et le gestionnaire du barrage du Lalard par rapport à la gestion des inondations. 1942, 1969 et 1974 ont également été marqués par des inondations dans les lacs Elmer et la municipalité de Weedon. La base de données Aquarisk, conçue par l'organisme Ouranos, qui étudie les changements climatiques, rassemble des documents et des informations sur des centaines d'inondations et plusieurs dizaines d'étiages depuis le XVIIe siècle. Plusieurs événements dans notre aire d'étude y sont justement répertoriés. Les inondations sont le résultat de plusieurs événements, parfois simultanés. Il y a notamment la fonte des neiges rapide au printemps, qui fait augmenter rapidement le niveau d'eau des lacs et des rivières, les embâcles de glace qui peuvent former de véritables barrages à l'écoulement de l'eau, les vents forts provoquant des vagues qui frappent durement les rives, ou encore les pluies torrentielles particulièrement sévères à l'automne. L'occupation du territoire influence également la présence d'inondations. La construction d'habitations sur les rives des lacs ne sont pas également sans conséquence sur l'espace nécessaire pour l'écoulement de l'eau. On peut constater ici l'évolution de l'occupation du territoire en amont du barrage du Lalard. En 1980, la hauteur d'eau était de 289,4 mètres et en septembre 2013, la hauteur d'eau était de 20 cm supplémentaires. En mai 1980, ce territoire est peu occupé. Il y a une végétation abondante et une partie du territoire se retrouve même sous l'eau. Par contre, en septembre 2013, on voit que le littoral a avancé vers le lac et que des résidents y ont construit de nombreuses maisons. Bien que les limites du lac réservoir en amont du barrage soient totalement artificielles, l'espace de liberté du plan d'eau a été réduit avec les années par l'artificialisation de ses berges. Aussi, l'imperméabilisation du sol du fait des constructions de bâtiments et de routes implique une augmentation de l'apport en eau dans le lac plutôt qu'absorbé dans le sol, pouvant contribuer aux inondations en période de forte pluie. Lorsqu'on parle d'inondation,
On peut mentionner les coûts qu'elles imposent pour la sécurité publique, pour les dommages aux infrastructures, pour les prévenir et rendre les installations résistantes aux inondations, ou encore à la perte de la valeur foncière des propriétés liées au risque d'inondation. Les impacts psychologiques sont également importants et laissent souvent un traumatisme profond. Par ailleurs, les dommages environnementaux provoqués par les inondations ne sont pas non plus négligeables. En effet, les inondations peuvent entraîner des contaminants vers les plans d'eau, sans parler des déchets solides. De plus, la montée des eaux amène davantage de boue et de sédiments dans l'eau. Le consortium Ouranos a émis des scénarios quant aux impacts des changements climatiques sur l'hydrologie du sud du Québec. Selon leur scénario, au printemps, les crues arriveront plus tôt. En été et à l'automne, les pluies torrentielles pouvant causer des inondations instantanées seront plus fréquentes et importantes. Et en hiver, les redoux, les cycles de gel et dégel et les précipitations sous forme de pluie seront, elles, plus fréquentes, ce qui augmentera le débit des cours d'eau. De plus, les précipitations totales de 5 jours consécutifs seraient à la hausse à l'automne, ce qui représente un risque important pour les inondations. Plusieurs actions ont été posées ou sont en cours dans l'aire d'étude pour diminuer les risques d'inondation par l'État. Un tout nouveau régime juridique instauré par le projet de loi 67 s'applique aux inondations depuis mars 2021. En vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, le ministre de l'Environnement déterminera désormais les limites des zones inondables ainsi que les zones de mobilité des cours d'eau. Il pourra déléguer ce pouvoir aux municipalités, lesquelles devront toutefois suivre les règles établies par le ministre et lui faire approuver la délimitation proposée. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les MRC pourront adopter des règlements mettant en œuvre des plans de gestion des risques liés aux inondations. Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire devra approuver le règlement de la MRC après avoir consulté le ministre de l'Environnement, le ministre de la Sécurité publique et le Comité national d'experts en matière de gestion des zones inondables. Le contrôle de la gestion des risques d'inondation passe donc entre les mains du gouvernement provincial. Toutefois, en attendant l'adoption du cadre opérationnel sous la forme d'un règlement provincial d'application municipale, qui remplacera donc la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, c'est cette dernière qui continue de s'appliquer pour l'instant à la gestion des zones inondables. Cette politique provinciale détermine les activités possibles en zone inondable et doit être intégrée dans les outils d'aménagement du territoire des MRC et des municipalités locales. Les MRC, au niveau régional, produit un plan d'aménagement et de développement qui intègre la politique provinciale. Jusqu'à présent, le schéma d'aménagement et de développement délimitait les zones inondables. Les municipalités locales, elles, adoptent le règlement d'urbanisme basé sur ce schéma d'aménagement de leur MRC. Elles représentent ainsi les zones inondables désignées dans leur schéma d'aménagement et les zones applicables dans ces zones. L'actuelle politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables prévoit que les constructions, travaux ou ouvrages sont interdits, sauf exception, dans les zones de grand courant, soit de récurrence 20 ans. Dans les zones de faible courant, de récurrence 100 ans, toutes les constructions et tous les ouvrages doivent être immunisés. Aucun travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages ne seront autorisés. Les zones d'inondation à récurrence 2 ans peuvent servir à délimiter la limite entre la rive et le littoral en absence d'autres critères plus précis. Une zone d'inondation dite de récurrence 100 ans correspond à une zone où chaque année il y a 1% de probabilité d'être inondée. Une zone d'inondation dite de récurrence 20 ans correspond à une zone où chaque année la probabilité d'être inondée est de 5%. Finalement, on a 50% de probabilité d'être inondé chaque année si on habite dans une zone de récurrence 2 ans. Il est donc possible d'être inondé plusieurs fois durant une même période de récurrence. Selon des experts en hydrologie, le nouveau régime juridique, les zones inondables seront plutôt qualifiées en fonction de leur niveau d'exposition au risque d'inondation, soit à un niveau faible, modéré ou élevé. Au lac Elmer, plusieurs zones inondables sont identifiées au schéma d'aménagement de la MRC des Appalaches, mais aussi référencées sur la carte des zones inondables disponible sur le site du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Cette carte n'a toutefois pas la valeur légale et le schéma d'aménagement reste la référence en la matière pour l'instant. Au nord du lac Elmer, appelé aussi le lac Noir, une large zone est identifiée au niveau des rives du lac de la paroisse de Disraeli. Au niveau de la ville de Disraeli, le centre-ville et les rives sont identifiés également, liés notamment à la rivière Saint-François qui traverse la ville. Enfin, une dernière zone est identifiée au niveau de Blackgarby qui correspond aux rives de la rivière Coulomb. Pour le lac Louise, toutes les rives du lac, la municipalité de Wheaton ainsi qu'une partie des rivières de la rivière au Saumon sont identifiées comme zones inondables sur le site web du ministère des Ressources naturelles. Ces informations sont aussi retrouvées plus en détail dans le schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Saint-François avec les délimitations de chaque zone. Ici, par exemple, on voit que le tronçon du lac Louise et de la rivière au Saumon, il y a pour chaque site des côtes de crues associées selon les zones de récurrence de 20 et 100 ans. Cependant, un projet de mise à jour des cartes des zones inondables pour la MRC du Haut-Saint-François est en cours et les données présentées pourraient changer. Il est à noter qu'il est normal que les zones inondables évoluent dans le temps. Plusieurs facteurs peuvent modifier les zones inondables, que ce soit l'augmentation des événements extrêmes pouvant résulter des changements climatiques, l'évolution morphologique des rivières qui peuvent changer le lit de la rivière par exemple, les modifications de l'occupation du territoire comme l'imperméabilisation des sols ou encore la destruction de milieux humides. Suite aux inondations printanières en 2017 et 2019 dans le sud de la province, le gouvernement du Québec a adopté un décret instituant une zone d'intervention spéciale, la ZIS, afin de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones inondables. Ce décret a justement instauré un moratoire sur la construction de bâtiments et sur la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation. Seuls les permis pour des travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, ainsi qu'à entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et les ouvrages existants sont autorisés. Ce moratoire s'applique dans les zones où les inondations ont eu lieu lors des deux événements en 2017 et 2019, ainsi qu'aux zones inondables 0-20 ans. Dans notre aire d'étude, le lac Louise ainsi que les tronçons des rivières au Saumon et Saint-François sont inclus dans cette zone. Le cadre juridique mis en place par la ZIS pourra être levé lorsque l'ensemble des municipalités d'une même MRC auront intégré le nouveau cadre normatif relatif aux inondations et que la reddition de comptes du milieu municipal témoignera de la bonne administration de la ZIS. Depuis 2018, le ministère de l'Environnement a pris en charge le projet InfoCru. Ce projet lui permet d'acquérir et de consolider les connaissances sur l'évolution des zones à risque d'inondation et ainsi aider MRC municipalités locales dans leur prise de décision concernant les inondations. Ces informations sont disponibles sous forme de cartes interactives et sont toujours en cours de développement. Lorsqu'un projet est assujetti à la loi sur la qualité de l'environnement et doit obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement, ces derniers devront également tenir compte de l'information contenue dans InfoCru, puisqu'elle est souvent la plus récente reconnue par le gouvernement. Cette information peut différer ou non de ce qui est intégré au schéma d'aménagement et de développement de la MRC ou dans les règlements d'urbanisme de la municipalité. Les changements climatiques pourraient accroître la problématique des inondations au cours des prochaines décennies. La gestion des barrages peut aider à atténuer les effets de ces inondations. Une gestion adaptative et intégrée des barrages devrait par conséquent considérer les risques d'inondation lors de l'établissement de leur cote d'exploitation par exemple. Les plans de gestion des barrages Julalard et Elmer prennent cependant déjà en compte les inondations dans leur secteur puisque l'une de leurs finalités est le contrôle des crues pour la ville de Wheaton notamment. Pour compléter l'action des barrages sur les inondations, des plans de gestion particuliers pouvant s'inspirer d'actions déjà posées ailleurs ou d'initiatives innovantes devraient également être établis pour minimiser les impacts des changements climatiques. Il est à noter que les choix d'aménagement du territoire sont intimement liés à l'augmentation des risques d'inondation et de la vulnérabilité des communautés. Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre pour réduire les risques, incluant la création d'espaces de liberté pour les plans d'eau par exemple, la réhabilitation des milieux humides qui peuvent servir à accumuler les eaux de crue et réguler les débits, enfin des marqueurs de crue passés sur des bâtiments facilement visibles
permettrait de sensibiliser la population au risque à vivre en zone inondable. Enfin, une vidéo conçue en France résume bien notre impact sur l'environnement et présente des solutions pour y remédier. Le projet Climatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'informations qui s'y trouvent. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse aclimaton.nous@usherbrook.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou lors de nos rencontres publiques.